Bonjour, police de l'environnement. On va aller voir au bout. Il y a des espèces protégées dans cette zone. Là, on voit que c'est un chemin humide où on peut avoir de la grenouille rousse. Aujourd'hui, avec le Code de l'environnement, il est interdit de porter atteinte à toute une liste d'espèces. On a un corps de police spécial. On peut avoir des missions de police qui vont viser des personnes potentiellement armées quand on contrôle des chasseurs, par exemple. Notre travail, c'est d'appliquer les réglementations environnementales et on les applique auprès de tous les usagers. Aujourd'hui pour Brut, je me trouve en Bretagne avec Lisa Briot, l'une des 1700 inspectrices et inspecteurs de l'environnement de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Pendant le mouvement des agriculteurs, plusieurs actions ont visé ces agents, dont celle-ci filmée par mon collègue Rémi Buzine à Beauvais en novembre dernier. Des agriculteurs en colère ont construit un mur à l'entrée de l'Office de la biodiversité. On va se battre contre les contrôles. Alors pour mieux comprendre en quoi consiste leur travail, on va suivre aujourd'hui leurs différentes missions de police et de suivi des espèces. On reviendra sur ce point sur l'agriculture un petit peu plus tard dans le sujet avec l'un des délégués syndicaux de l'OFB. Mais avant, pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut. C'est parti, on va aller sur le terrain. On va aller dans les monts d'Arrée puisque on a eu un signalement sur des travaux forestiers. On va aller voir ce qui s'est passé. Ça, c'est notre équipement qui se compose d'un bâton télescopique, d'un Glock 17 et de menottes. On peut avoir des missions de police qui vont viser des personnes potentiellement armées quand on contrôle des chasseurs, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle on a un équipement de défense. Donc on a un corps de police spécial, mais on a des prérogatives qui sont assez similaires à celles de la police nationale. Je suis basée dans le Finistère. On fait beaucoup de kilomètres parce que le département est assez étendu. Nos missions de police, on a des missions de surveillance qui sont programmées où on va contrôler des usages plutôt de loisirs, de type pêche de loisirs, chasse, circulation dans les espaces naturels. Et après, on a des missions qui dépendent en fait des signalements qu'on peut recevoir. C'est des missions en lien avec la pollution des milieux aquatiques, la destruction d'habitats d'espèces protégées. Hop. En fait, là, on a une coupe forestière qui est autorisée, donc là, il n'y a pas de non-respect de la réglementation. Ce qu'on va regarder plus précisément, c'est le chemin d'accès. Initialement, il n'est pas fait pour recevoir des véhicules, donc on va voir s'il y a des impacts sur des espèces protégées. Même dans son jardin, en fait, on ne peut pas porter atteinte à une espèce protégée. On a une responsabilité face à cette espèce protégée. Du coup, on suit la trace de circulation des engins forestiers. On est aux portes de l'arrêté de protection de biotope, on est en train d'y rentrer. C'est une aire protégée qui est créée parce qu'on sait qu'il y a des espèces protégées dans cette zone. On va avoir des réglementations spécifiques. Par exemple, dans cet arrêté de protection de biotope, il est interdit de détruire la lande, il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires, il est interdit de détruire les chemins. Après, ce qu'on pourra voir, c'est le chemin au bout. Comment il était à l'origine? Dans le signalement, il indiquait que c'était un chemin de 50 cm. Bonjour. On est l'Office français de la biodiversité, police de l'environnement. Là, vous avez fait quoi? Juste rouler dessus? Ouais, du coup, Vous n'avez pas passé la lame, pas de décapage, hein? Ah non, non. On va voir de toute façon, on verra avec le propriétaire. Ouais, de toute façon, on a le nom du propriétaire et c'est vraiment le chemin quoi, qui a alerté les gens. Quoi. Ah oui. Mais ouais, parce que c'est le chemin des crêtes qu'ils prennent. On va aller voir au bout et on verra ce qu'on fait. Quoi. Merci. Allez, bonne journée. Bonne journée. Le chemin initial, on peut voir qu'il devait ressembler à ça. Ils sont passés sur la lande, quoi. Du coup, je prends des photos de à quoi devait ressembler le sentier avant le passage des engins. A priori, en termes d'espèces végétales protégées, on ne voit pas d'espèces qui auraient été détruites. Donc dans ce cas-là, on n'est pas sur une infraction délictuelle, on est sur une infraction contraventionnelle. Donc ce qui peut se passer là, c'est qu'on va recevoir le propriétaire en audition. C'est ce qu'on appelle faire une enquête à charge et à décharge. Nous, on a des éléments de constatation qui peuvent être à charge, mais on va aussi recueillir toutes les explications qui sont à décharge.
Et c'est avec ces éléments ensuite que le parquet pourra décider des poursuites qui seront adaptées à la situation. S'il risque, c'est d'avoir une amende et que le parquet aussi peut demander une remise en état du terrain. Chaque année, les agents de l'OFB réalisent environ 20 000 contrôles qui peuvent être spontanés ou programmés. Ces opérations ont ciblé en 2021 à 44% des particuliers, 19% des agriculteurs, 11% des entreprises, 10% des collectivités et 6% des propriétaires et d'autres usagers. Les agriculteurs, c'est une partie des usagers qu'on contrôle. On contrôle aussi les pêcheurs à pied, les chasseurs, des collectivités, des entreprises. Si on parle aux chasseurs, ils ont l'impression qu'on est toujours derrière leur dos. En fait, il peut y avoir une impression d'être sur-ciblé, alors qu'en fait, nous, on fait des actions auprès de tous les types d'usages. En gros, notre travail, c'est d'appliquer les réglementations environnementales. On décide pas de la création de ces réglementations. On est vraiment là pour les appliquer et on les applique auprès de tous les usagers. Des mesures ont été prises récemment par le gouvernement pour apaiser les tensions entre les agriculteurs et l'OFB, mais selon les principaux syndicats, ces mesures sont à sens unique et même dangereuses pour l'environnement. Pour en savoir plus, on a interviewé l'un des délégués syndicaux. Il y a des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour apaiser les tensions. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le fond, on constate que ce sont à chaque fois des concessions qui sont faites aux syndicats productivistes de l'agriculture, surtout une diminution des sanctions lorsque des agriculteurs enfreignent la réglementation qui vise à protéger l'environnement. Et puis c'est des contraintes supplémentaires dans notre action au quotidien, en particulier nos actions de police, où on veut nous imposer dans certains cas de dissimuler notre arme de service, de devoir porter une caméra, avertir le préfet lorsqu'on veut effectuer un contrôle administratif. Ça va être des pollutions par des produits phytosanitaires qui ne pourront pas être relevés, des atteintes aux haies, aux forêts, également aux ressources en eau, qui sont particulièrement critiques en période de sécheresse. Je rappelle que les surfaces agricoles, ça représente près de la moitié de notre territoire national et qu'on est obligé de surveiller de près, de contrôler et éventuellement de sanctionner les exploitants lorsqu'ils ne respectent pas les règles. Et bien ici c'est mon bureau. Donc c'est ici que je vais pouvoir faire toutes les recherches. Nous, on est un corps de police spéciale, donc on a certaines prérogatives. On les a pas toutes, mais par exemple, on peut faire des réquisitions donc pour avoir accès à des documents qui vont nous donner des informations nécessaires à l'enquête. On peut faire des perquisitions, on peut faire des auditions, donc convoquer des mises en cause ou des témoins pour avoir des informations sur l'enquête. On peut arrêter quelqu'un, lui passer les menottes, mais ensuite on va l'apporter à un officier de police judiciaire, donc soit de la police, soit de la gendarmerie, quand il va s'agir de le mettre en garde à vue, donc de le priver de ses libertés. Chaque année, les inspecteurs de l'environnement comme ISA réalisent environ 5 900 enquêtes judiciaires. Elles portent principalement sur des atteintes à la réglementation espèces protégées, la chasse ou la qualité de l'eau. C'est vrai que dans le cas de la vente d'espèces protégées, on fait une veille sur Internet pour identifier des annonces qui mettent en vente des spécimens qui sont réglementés dans le cadre de la CITES, donc la Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages. Et c'est une infraction où les peines peuvent aller jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Et ça peut même monter jusqu'à 750 000 € d'amende et 7 ans d'emprisonnement quand c'est fait en bande organisée. Donc là, par exemple, c'est une peau de lion qui a été mise en vente sur le site de eBay, à quand même presque 6 000 €. Et cette convention, elle interdit du coup la possession d'animaux vivants et de tout objet qui provient de cet animal, enfin de toute partie de cet animal en tout cas. Alors la possession n'est pas forcément interdite pour les parties d'animaux. Parce que ça peut venir d'un héritage ou ce genre de choses, j'imagine. Exactement. On peut être en possession d'une partie d'espèces CITES qui a été acquise en fait avant la réglementation. On peut même dans ces cas-là la vendre, il suffit de pouvoir prouver qu'elle a été acquise avant la réglementation. Généralement, sur une annonce, quand c'est pas indiqué que les autorisations seront fournies au moment de la vente, c'est que il n'y en a pas. Okay. Là, par exemple, c'est une annonce d'un rostre de poisson-scie. Là, ça concerne une partie de l'animal qui est mort, mais ça peut aussi être des animaux vivants dans certains cas.
On a pas mal de reptiles qui peuvent être en vente ou qui peuvent être possédés sans autorisation dans notre département. Tu me parles des reptiles, mais moi j'ai un souvenir par rapport à ça. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans de ça, j'ai pu suivre une intervention de l'OFB avec une association en banlieue parisienne où il y avait carrément 2 caïmans de plus de 2 mètres qui étaient dans la cave depuis une vingtaine d'années détenus par un particulier. Tiens. Je l'ai pas. Ok, je tiens. Enfin, j'imagine qu'il y a des histoires comme ça un peu partout en France, quoi. Oui, on ne soupçonne pas ce qu'il peut y avoir derrière la porte de certains passionnés. En fait, souvent, c'est des passionnés. La Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées protège aujourd'hui 40 000 espèces, parmi elles 6 000 espèces animales et 34 000 espèces végétales. Sur le territoire français, 7 300 espèces sauvages bénéficient aujourd'hui de ce statut. Le métier d'inspecteur de l'environnement, c'est 3 grandes missions. Donc on a des missions de police, mais on a aussi des missions de connaissances scientifiques. Et la 3e mission qu'on va avoir, c'est sensibiliser et amener les gens à agir pour la préservation de la biodiversité. Là, on va faire un protocole de sciences participatives qui est basé sur la reconnaissance du chant des oiseaux. On va écouter tous les oiseaux qu'on entend. Et on va les noter en indiquant la distance par rapport à notre point et le secteur. Hop, bah là je lance le chrono pour 5 minutes. Ah. Là on vient d'entendre un troglodyte mignon avec sa trille qui est assez reconnaissable. C'est celui qu'on va le mieux entendre parce qu'il peut émettre jusqu'à 90 décibels, alors qu'il pèse 9 grammes. Hein. On entend un pouillot véloce sur le fond. Au fond, on entend un merle. Il faut se former pour réussir à les reconnaître. On entend la mésange charbonnière. On a une part de formation avec des pairs, en fait. On a des collègues qui ont une certaine expérience là-dedans. Et ensuite, on a aussi des formations avec des associations comme la LPO. Le protocole Stock, ça fait 30 ans qu'il a été lancé. Si on regarde l'évolution des populations des oiseaux spécialistes des milieux agricoles, on a une régression d'environ 30%. Idem pour les oiseaux plutôt spécialistes des milieux bâtis. Au bout des 5 minutes, on arrête, c'est vraiment le protocole. Et donc on va à notre prochain point, puisqu'il y a 10 points dans le cadre. Donc sur nos missions d'inventaire, on fait des pêches électriques pour caractériser les populations de poissons qu'on peut trouver dans les cours d'eau. On peut aussi participer à des suivis sur les amphibiens. C'est vrai que dans le Finistère, on a un loup depuis maintenant 2022. Donc là, c'est des suivis un petit peu différents en collectant en fait les observations qui peuvent être faites par la population et par les pièges photos qui se trouvent sur le territoire. C'est une connaissance qui permet ensuite d'adapter les politiques d'aide aux agriculteurs, puisque depuis qu'on a confirmé la présence du loup dans le Finistère, il y a maintenant un protocole en fait qui permet aux agriculteurs d'être indemnisés quand on considère que les dégâts qu'il peut y avoir sur les troupeaux sont caractéristiques en fait d'une attaque de loup. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la France est le 6e pays abritant le plus d'espèces menacées, territoire d'outre-mer inclus. On retrouve parmi elles des espèces protégées comme l'ours, le loup, le lynx, le rorqual commun, le cagou ou l'esturgeon. J'ai pu réaliser ces dernières années des focus sur le terrain sur ces espèces avec des chercheurs, des agents de l'OFB ou des photographes animaliers. Je vous mets les liens dans la description si ça vous intéresse. Et le tif-tchaf, 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 ça c'est un chant qui est assez simple. Pour si on veut s'initier, c'est le pouillot véloce. Et c'est un oiseau, en fait, si on ne l'écoute pas, on ne le voit pas. Personne ne le connaît, alors que c'est un oiseau qui est assez commun. Et en fait, il est très discret, mais il passe son temps à chanter. Donc, quand on se balade, en fait, si on écoute, on peut très facilement reconnaître le pouillot véloce. Donc là, je vais faire le 2e point sur mon cadran.
L'environnement est un petit peu différent, on a des bâtiments, c'est un petit peu plus forestier, donc on va avoir des espèces différentes. On a toujours le troglodyte qui fait partie des oiseaux qu'on peut trouver dans différents types de milieux. De façon générale, on a besoin de connaître la biodiversité de notre territoire, de savoir où elle se trouve pour derrière pouvoir la protéger. Notre présence de terrain, elle permet d'identifier donc des zones à enjeu pour derrière faire évoluer les pratiques et parfois faire aussi évoluer les réglementations. Quand on sait qu'il y a une zone particulière où on va trouver une espèce qui est rare et qui est protégée, on va pouvoir mettre en place par exemple un arrêté de protection de biotope pour protéger son habitat. Il y a vraiment besoin d'avoir cette connaissance fine pour que les réglementations correspondent à un vrai enjeu qui soit identifié géographiquement.